Livre quatrième. Javert déraillé. Javert s'était éloigné à pas lents de la rue de l'Homme-Armé. Il marchait la tête baissée, pour la première fois de sa vie et pour la première fois de sa vie également, les mains derrière le dos. Jusqu'à ce jour, Javert n'avait pris dans les deux attitudes de Napoléon que celle qui exprime la résolution, les bras croisés sur la poitrine, celle qui exprime l'incertitude, les mains derrière le dos, lui était inconnue. Maintenant un changement s'était fait. Toute sa personne, lente et sombre, était empreinte d'anxiété. Il s'enfonça dans les rues silencieuses. Cependant il suivait une direction. Il coupa par le plus court vers la Seine, gagna le quai des Ormes, longea le quai, dépassa la Grève et s'arrêta, à quelque distance du poste de la place du Châtelet, à l'angle du pont Notre-Dame. La Seine fait là, entre le pont Notre-Dame et le pont du Change d'une part, et d'autre part entre le quai de la Mégisserie et le quai aux Fleurs, une sorte de lac carré traversé par un rapide. Ce point de la Seine est redouté des mariniers. Rien n'est plus dangereux que ce rapide, resserré à cette époque et irrité par les pilotis du moulin du pont, aujourd'hui démoli. Les deux ponts, si voisins l'un de l'autre, augmentent le péril. L'eau se hâte formidablement sous les arches. Elle y roule de larges plis terribles. Elle s'y accumule et s'y entasse. Le flot fait effort aux piles des ponts comme pour les arracher avec des grosses cordes liquides. Les hommes qui tombent là ne reparaissent pas. Les meilleurs nageurs s'y noient. Javert appuya ses deux coudes sur le parapet, son menton dans ses deux mains. Et pendant que ses ongles se crispaient machinalement dans l'épaisseur de ses favoris, il songea. Une nouveauté, une révolution, une catastrophe venait de se passer au fond de lui-même, et il y avait de quoi s'examiner. Javert souffrait affreusement. Depuis quelques heures, Javert avait cessé d'être simple. Il était troublé. Ce cerveau si limpide dans sa cécité avait perdu sa transparence. Il y avait un nuage dans ce cristal. Javert sentait dans sa conscience le devoir de se dédoubler, et il ne pouvait se le dissimuler. Quand il avait rencontré si inopinément Jean Valjean sur la berge de la Seine, il y avait eu en lui quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et du chien qui retrouve son maître. Il voyait devant lui deux routes, également droites toutes deux, mais il en voyait deux, et cela le terrifiait, lui qui n'avait jamais connu dans sa vie qu'une ligne droite. Et angoisse poignante, ces deux routes étaient contraires. L'une de ces deux lignes droites excluait l'autre. Laquelle des deux était la vraie? Sa situation était inexprimable. Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la rembourser, être, en dépit de soi-même, de plain-pied avec un repris de justice, et lui payer un service avec un autre service, se laisser dire va-t'en et lui dire à son tour sois libre, sacrifier à des motifs personnels le devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs personnels quelque chose de général aussi, et de supérieur peut-être, trahir la société pour rester fidèle à sa conscience, que toutes ces absurdités se réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même. C'est ce dont il était atterré. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce. Et une chose l'avait pétrifié, c'est que, lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Où en était-il? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant? Livrer Jean Valjean, c'était mal. Laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne. Dans le second,
Un forçat montait plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Dans les deux cas, déshonneur pour lui, Javert. Dans tous les partis qu'on pouvait prendre, il y avait de la chute, la destinée à de certaines extrémités à pic sur l'impossible, et au-delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice. Javert était à une de ces extrémités-là. Une de ses anxiétés, c'est d'être contraint de penser. La violence même de toutes ces émotions contradictoires l'y obligeait. La pensée, chose inusitée pour lui, est singulièrement douloureuse. Il y a toujours dans la pensée une certaine quantité de rébellion intérieure, et il s'irritait d'avoir cela en lui. La pensée, sur n'importe quel sujet en dehors du cercle étroit de ses fonctions, eût été pour lui, dans tous les cas, une inutilité et une fatigue. Mais la pensée sur la journée qui venait de s'écouler était une torture. Il fallait bien cependant regarder dans sa conscience, après de telles secousses, et se rendre compte de soi-même à soi-même. Ce qu'il venait de faire lui donnait le frisson. Il avait, lui Javert, trouvé bon de décider contre tous les règlements de police, contre toute l'organisation sociale et judiciaire, contre le code tout entier, une mise en liberté. Cela lui avait convenu. Il avait substitué ses propres affaires aux affaires publiques. N'était-ce pas inqualifiable? Chaque fois qu'il se mettait en face de cette action sans nom qu'il avait commise, il tremblait de la tête aux pieds. À quoi se résoudre? Une seule ressource lui restait. Retourner en hâte rue de l'Homme-Armé et faire écrouer Jean Valjean. Il était clair que c'était cela qu'il fallait faire. Il ne pouvait. Quelque chose lui barrait le chemin de ce côté-là. Quelque chose, quoi? Est-ce qu'il y a au monde autre chose que les tribunaux, les sentences exécutoires, la police et l'autorité? Javert était bouleversé. Un galérien sacré, un forçat imprenable à la justice, et cela par le fait de Javert. Que Javert et Jean Valjean, l'homme fait pour servir, l'homme fait pour subir, que ces deux hommes, qui étaient l'un et l'autre la chose de la loi, en fussent venus à ce point de se mettre tous les deux au-dessus de la loi, est-ce que ce n'était pas effrayant? Quoi donc, de telles énormités arriveraient et personne ne serait puni? Jean Valjean, plus fort que l'ordre social tout entier, serait libre, et lui, Javert, continuerait de manger le pain du gouvernement. Sa rêverie devenait peu à peu terrible. Il eût pu, à travers cette rêverie, se faire encore quelques reproches au sujet de l'insurgé rapporté rue des Filles-du-Calvaire. Mais il n'y songeait pas. La faute moindre se perdait dans la plus grande. D'ailleurs, cet insurgé était évidemment un homme mort, et légalement la mort éteint la poursuite. Jean Valjean, c'était là le poids qu'il avait sur l'esprit. Jean Valjean le déconcertait. Tous les axiomes qui avaient été les points d'appui de toute sa vie s'écroulaient devant cet homme. La générosité de Jean Valjean envers lui l'accablait. D'autres faits qu'il se rappelait et qu'il avait autrefois traités de mensonges et de folie lui revenaient maintenant comme des réalités. Monsieur Madeleine reparaissait derrière Jean Valjean, et les deux figures se superposaient de façon à n'en plus faire qu'une, qui était vénérable. Javert sentait que quelque chose d'horrible pénétrait dans son âme. L'admiration pour un forçat, le respect d'un galérien, est-ce possible? Il en frémissait et ne pouvait s'y soustraire. Il avait beau se débattre, il était réduit à confesser dans son fort intérieur la sublimité de ce misérable. Cela était odieux. Un malfaiteur bienfaisant, un forçat compatissant, doux, secourable, clément, rendant le bien pour le mal, rendant le pardon pour la haine, préférant la pitié à la vengeance, aimant mieux se perdre que de perdre son ennemi, sauvant celui qui l'a frappé, agenouillé sur le haut de la vertu, plus voisin de l'ange que de l'homme. Javert était contraint de s'avouer que ce monstre existait. Cela ne pouvait durer ainsi.
Certes, et nous y insistons, il ne s'était pas rendu sans résistance à ce monstre, à cet ange infâme, à ce héros hideux, dont il était presque aussi indigné que stupéfait. 20 fois, quand il était dans cette voiture face à face avec Jean Valjean, le tigre légal avait rugi en lui. 20 fois, il avait été tenté de se jeter sur Jean Valjean, de le saisir et de le dévorer, c'est-à-dire de l'arrêter. Quoi de plus simple, en effet? Crier au premier poste devant lequel on passe. Voilà un repris de justice en rupture de ban, appelez les gendarmes et leur dire « Cet homme est pour vous !» Ensuite s'en aller, laisser là se damner, ignorer le reste et ne plus se mêler de rien. Cet homme est à jamais le prisonnier de la loi. La loi en fera ce qu'elle voudra. Quoi de plus juste? Javert s'était dit tout cela. Il avait voulu passer outre, agir, appréhender l'homme. Et alors comme à présent il n'avait pas pu. Et chaque fois que sa main s'était convulsivement levée vers le collet de Jean Valjean, sa main, comme sous un poids énorme, était retombée. Et il avait entendu au fond de sa pensée une voix étrange qui lui criait « C'est bien, livre ton sauveur. Ensuite fais apporter la cuvette de Ponce Pilate et lave-toi les griffes. » Puis sa réflexion retombait sur lui-même. Et à côté de Jean Valjean grandi, il se voyait, lui Javert, dégradé. Un forçat était son bienfaiteur. Mais aussi, pourquoi avait-il permis à cet homme de le laisser vivre? Il avait dans cette barricade le droit d'être tué. Il aurait dû user de ce droit. Appeler les autres insurgés à son secours contre Jean Valjean, se faire fusiller de force, cela valait mieux. Sa suprême angoisse, c'était la disparition de la certitude. Il se sentait déraciné. Le code n'était plus qu'un tronçon dans sa main. Il avait affaire à des scrupules d'une espèce inconnue. Il se faisait en lui une révélation sentimentale entièrement distincte de l'affirmation légale. Son unique mesure jusqu'alors. Rester dans l'ancienne honnêteté, cela ne suffisait plus. Tout un ordre de faits inattendus surgissait et le subjuguait. Tout un monde nouveau apparaissait à son âme. Le bienfait accepté et rendu, le dévouement, la miséricorde, l'indulgence, les violences faites par la pitié à l'austérité, l'acceptation de personne, plus de condamnation définitive, plus de damnation, la possibilité d'une larme dans l'œil de la loi, on ne sait quelle justice selon Dieu allant en sens inverse de la justice selon les hommes. Il apercevait dans les ténèbres l'effrayant lever d'un soleil moral inconnu. Il en avait l'horreur et l'éblouissement, hibou forcé à des regards d'aigle. Il se disait que c'était donc vrai, qu'il y avait des exceptions, que l'autorité pouvait être décontenancée, que la règle pouvait rester court devant un fait, que tout ne s'encadrait pas dans le texte du code, que l'imprévu se faisait obéir, que la vertu d'un forçat pouvait tendre un piège à la vertu d'un fonctionnaire, que le monstrueux pouvait être divin, que la destinée avait de ces embuscades-là, et il songeait avec désespoir que lui-même n'avait pas été à l'abri d'une surprise. Il était forcé de reconnaître que la bonté existait. Ce forçat avait été bon. Et lui-même, chose inouïe, il venait d'être bon. Donc il se dépravait. Il se trouvait lâche, il se faisait horreur. L'idéal pour Javert, ce n'était pas d'être humain, d'être grand, d'être sublime, c'était d'être irréprochable. Or il venait de faillir. Comment en était-il arrivé là? Comment tout cela s'était-il passé? Il n'aurait pu se le dire à lui-même. Il prenait sa tête dans ses deux mains, mais il avait beau faire, il ne parvenait pas à se l'expliquer. Il avait certainement toujours eu l'intention de remettre Jean Valjean à la loi, dont Jean Valjean était le captif, et dont lui, Javert, était l'esclave.
Il ne s'était pas avoué un seul instant pendant qu'il le tenait, qu'il eût la pensée de le laisser aller. C'était en quelque sorte à son insu que sa main s'était ouverte et l'avait lâché. Toutes sortes de nouveautés énigmatiques s'entr'ouvraient devant ses yeux. Il s'adressait des questions et il se faisait des réponses. Et ces réponses l'effrayaient. Il se demandait, ce forçat, ce désespéré que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter, et qui m'a eu sous son pied, et qui pouvait se venger, et qui le devait tout à la fois pour sa rancune et pour sa sécurité, en me laissant la vie, en me faisant grâce. Qu'a-t-il fait? Son devoir. Non, quelque chose de plus. Et moi, en lui faisant grâce à mon tour, qu'ai-je fait? Mon devoir? Non, quelque chose de plus. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir. Ici, il s'effarait. Sa balance se disloquait. L'un des plateaux tombait dans l'abîme, l'autre s'en allait dans le ciel. Et Javert n'avait pas moins d'épouvante de celui qui était en haut que de celui qui était en bas. Sans être le moins du monde ce qu'on appelle voltairien ou philosophe ou incrédule, respectueux au contraire, par instinct, pour l'Église établie, il ne la connaissait que comme un fragment auguste de l'ensemble social. L'ordre était son dogme et lui suffisait. Depuis qu'il avait âge d'homme et de fonctionnaire, il mettait dans la police à peu près toute sa religion. Étant, et nous employons ici les mots sans la moindre ironie et dans leur acception la plus sérieuse, étant, nous l'avons dit, espion comme on est prêtre, il avait un supérieur, M. Gisquet. Il n'avait guère songé jusqu'à ce jour à cet autre supérieur, Dieu. Ce chef nouveau, Dieu, il le sentait inopinément et en était troublé. Il était désorienté de cette présence inattendue. Il ne savait que faire de ce supérieur-là, lui qui n'ignorait pas que le subordonné est tenu de se courber toujours, qu'il ne doit ni désobéir, ni blâmer, ni discuter, et que vis-à-vis d'un supérieur qui l'étonne trop, l'inférieur n'a d'autre ressource que sa démission. Mais comment s'y prendre pour donner sa démission à Dieu? Quoi qu'il en fût, et c'était toujours là qu'il en revenait, un fait pour lui dominer tout, c'est qu'il venait de commettre une infraction épouvantable. Il venait de fermer les yeux sur un condamné récidiviste en rupture de ban. Il venait d'élargir un galérien. Il venait de voler aux lois un homme qui leur appartenait. Il avait fait cela. Il ne se comprenait plus. Il n'était pas sûr d'être lui-même. Les raisons mêmes de son action lui échappaient. Il en avait le vertige. Il avait vécu jusqu'à ce moment de cette foi aveugle qui engendre la probité ténébreuse. Cette foi le quittait, cette probité lui faisait défaut. Tout ce qu'il avait cru se dissipait. Des vérités dont il ne voulait pas l'obsédaient inexorablement. Il fallait désormais être un autre homme. Il souffrait les étranges douleurs d'une conscience brusquement opérée de la cataracte. Il voyait ce qui lui répugnait de voir. Il se sentait vidé, inutile, disloqué de sa vie passée, destitué, dissous. L'autorité était morte en lui. Il n'avait plus de raison d'être. Situation terrible. Être ému. Être le granit et douter. Être la statue du châtiment fondue, tout d'une pièce, dans le moule de la loi, et s'apercevoir subitement qu'on a sous sa mamelle de bronze quelque chose d'absurde et de désobéissant qui ressemble presque à un cœur, en venir à rendre le bien pour le bien, quoi qu'on se soit dit jusqu'à ce jour que ce bien-là, c'est le mal, être le chien de garde et lécher, être la glace et fondre, être la tenaille et devenir une main, se sentir tout à coup des doigts qui s'ouvrent, lâcher prise, chose épouvantable. L'homme projectile ne sachant plus sa route et reculant. Être obligé de s'avouer ceci, l'infaillibilité n'est pas infaillible. Il peut y avoir de l'erreur dans le dogme.
Tout n'est pas dit quand un code a parlé. La société n'est pas parfaite, l'autorité est compliquée de vacillation, un craquement dans l'immuable est possible, les juges sont des hommes, la loi peut se tromper, les tribunaux peuvent se méprendre. Voir une fêlure dans l'immense vitre bleue du firmament. Ce qui se passait dans Javert, c'était le fanpou d'une conscience rectiligne, la mise hors de voie d'une âme, l'écrasement d'une probité irrésistiblement lancée en ligne droite et se brisant à Dieu. Certes, cela était étrange. Que le chauffeur de l'ordre, que le mécanicien de l'autorité, monté sur l'aveugle cheval de fer à voix rigide, puisse être désarçonné par un coup de lumière, que l'incommutable, le direct, le correct, le géométrique, le passif, le parfait puisse fléchir, qu'il y ait pour la locomotive un chemin de Damas. Dieu, toujours intérieur à l'homme et réfractaire, lui la vraie conscience, à la fosse, défense à l'étincelle de s'éteindre, ordre aux rayons, de se souvenir du soleil, injonction à l'âme de reconnaître le véritable absolu quand il se confronte à l'absolu fictif. L'humanité imperdable, le cœur humain inadmissible, ce phénomène splendide, le plus beau peut-être de nos prodiges intérieurs. Javert le comprenait-il? Javert le pénétrait-il? Javert s'en rendait-il compte? Évidemment non. Mais sous la pression de cet incompréhensible incontestable, il sentait son crâne s'entr'ouvrir. Il était moins le transfiguré que la victime de ce prodige, et il le subissait exaspéré. Il ne voyait dans tout cela qu'une immense difficulté d'être. Il lui semblait que désormais sa respiration était gênée à jamais. Avoir sur sa tête de l'inconnu, il n'était pas accoutumé à cela. Jusqu'ici, tout ce qu'il avait au-dessus de lui avait été pour son regard une surface nette, simple, limpide. Là, rien d'ignoré ni d'obscur, rien qui ne fût défini, coordonné, enchaîné, précis, exact, circonscrit, limité, fermé. Tout prévu. L'autorité était une chose plane. Aucune chute en elle, aucun vertige devant elle. Javert n'avait jamais vu de l'inconnu qu'en bas. L'irrégulier, l'inattendu, l'ouverture désordonnée du chaos, le glissement possible dans un précipice, c'était là le fait des régions inférieures, des rebelles, des mauvais, des misérables. Maintenant Javert se renversait en arrière, et il était brusquement effaré par cette apparition inouïe, un gouffre en haut. Quoi donc? On était démantelé de fond en comble, on était déconcerté, absolument. À quoi se fier? Ce dont on était convaincu s'effondrait. Quoi? Le défaut de la cuirasse de la société pouvait être trouvé par un misérable magnanime. Quoi? Un honnête serviteur de la loi pouvait se voir tout à coup pris entre deux crimes, le crime de laisser échapper un homme et le crime de l'arrêter. Tout n'était pas certain dans la consigne donnée par l'État aux fonctionnaires. Il pouvait y avoir des impasses dans le devoir. Quoi donc? Tout cela était réel. Était-il vrai qu'un ancien bandit, courbé sous les condamnations, puisse se redresser et finir par avoir raison? Était-ce croyable? Y avait-il donc des cas où la loi devait se retirer devant le crime transfiguré en balbutiant des excuses? Oui, cela était. Et Javert le voyait, et Javert le touchait. Et non seulement il ne pouvait le nier, mais il y prenait part. C'étaient là des réalités. Il était abominable que les faits réels puissent arriver à une telle difformité. Si les faits faisaient leur devoir, ils se borneraient à être les preuves de la loi. Les faits, c'est Dieu qui les envoie. L'anarchie allait-elle donc maintenant descendre de là-haut? Ainsi, et dans le grossissement de l'angoisse et dans l'illusion d'optique
la consternation, tout ce qui eût pu restreindre et corriger son impression s'effaçait, et la société, et le genre humain, et l'univers se résumaient désormais à ses yeux dans un linéament simple et hideux. Ainsi la pénalité, la chose jugée, la force due à la législation, les arrêts des cours souveraines, la magistrature, le gouvernement, la prévention et la répression, la sagesse officielle, l'infaillibilité légale, le principe d'autorité, tous les dogmes sur lesquels reposent la sécurité politique et civile, la souveraineté, la justice, la logique découlant du code, l'absolu social, la vérité publique, tout cela décombre, monceau, chaos. Lui-même Javert, le guetteur de l'ordre, l'incorruptibilité au service de la police, la providence dogue de la société, vaincue et terrassée. Et sur toute cette ruine, un homme debout, le bonnet vert sur la tête et l'auréole au front. Voilà à quel bouleversement il en était venu. Voilà la vision effroyable qu'il avait dans l'âme. Que cela fût supportable, non. État violent, s'il en fut. Il n'y avait que deux manières d'en sortir. L'une d'aller résolument à Jean Valjean et de rendre au cachot l'homme au bagne. L'autre... Javert quitta le parapet. Et, la tête haute cette fois, se dirigea d'un pas ferme vers le poste indiqué par une lanterne à l'un des coins de la place du Châtelet. Arrivé là, il aperçut par la vitre un sergent de ville et entra. Rien qu'à la façon dont il pousse la porte d'un corps de garde, les hommes de police se reconnaissent entre eux. Javert se nomma, montra sa carte au sergent et s'assit à la table du poste où brûlait une chandelle. Il y avait sur la table une plume, un encrier de plomb et du papier en cas pour les procès-verbaux éventuels et les consignations des rondes de nuit. Cette table, toujours complétée par sa chaise de paille, est une institution. Elle existe dans tous les postes de police. Elle est invariablement ornée d'une soucoupe en buis, pleine de sciures de bois, et d'une grimace en carton pleine de pain à cacheter rouge. Et elle est l'étage inférieur du style officiel. C'est à elle que commence la littérature de l'État. Javert prit la plume et une feuille de papier et se mit à écrire. Voici ce qu'il écrivit. Quelques observations pour le bien du service. Premièrement, je prie monsieur le préfet de jeter les yeux. Deuxièmement, les détenus arrivant de l'instruction ôtent leurs souliers et restent pieds nus sur la dalle pendant qu'on les fouille. Plusieurs toussent en rentrant à la prison. Cela entraîne des dépenses d'infirmerie. Troisièmement, la filature est bonne, avec relais des agents de distance en distance, mais il faudrait que, dans les occasions importantes, 2 agents au moins ne se perdissent pas de vue, attendu que si, pour une cause quelconque, un agent vient affaiblir dans le service, l'autre le surveille et le supplée. Quatrièmement, on ne s'explique pas pourquoi le règlement spécial de la prison des Madelonnettes interdit aux prisonniers d'avoir une chaise, même en la payant. Cinquièmement, aux Madelonnettes, il n'y a que 2 barreaux à la cantine, ce qui permet à la cantinière de laisser toucher sa main aux détenus. Sixièmement, les détenus, dits aboyeurs, qui appellent les autres détenus au parloir, se font payer 2 sous par le prisonnier pour crier son nom distinctement. C'est un vol. Septièmement, pour un fil courant, on retient 10 sous aux prisonniers dans l'atelier des tisserands. C'est un abus de l'entrepreneur, puisque la toile n'est pas moins bonne. Huitièmement, il est fâcheux que les visitants de la force aient à traverser la cour des Mômes pour se rendre au parloir de Sainte-Marie l'Égyptienne. Neuvièmement, il est certain qu'on entend tous les jours des gendarmes raconter dans la cour de la préfecture des interrogatoires de prévenus par les magistrats. Un gendarme qui devrait être sacré, répéter ce qu'il a entendu dans le cabinet de l'instruction, c'est là un désordre grave. Dixièmement, Madame Henry est une honnête femme. Sa cantine est fort propre. Mais il est mauvais qu'une femme tienne le guichet de la souricière du secret. Cela n'est pas digne de la conciergerie d'une grande civilisation. Javert
écrivit ces lignes de son écriture la plus calme et la plus correcte, n'omettant pas une virgule, et faisant fermement crier le papier sous la plume. Au-dessous de la dernière ligne, il signa « Javert, inspecteur de première classe, au poste de la place du Châtelet, 7 juin 1832, environ 1 heure du matin. » Javert sécha l'encre fraîche sur le papier, le plia comme une lettre, le cacheta, écrivit au dos « Note pour l'administration », le laissa sur la table et sortit du poste. La porte vitrée et grillée retomba derrière lui. Il traversa de nouveau diagonalement la place du Châtelet, regagna le quai et revint avec une précision automatique au point même qu'il avait quitté un quart d'heure auparavant. Il s'y accouda et se retrouva dans la même attitude sur la même dalle du parapet. Il semblait qu'il n'eût pas bougé. L'obscurité était complète. C'était le moment sépulcral qui suit minuit. Un plafond de nuages cachait les étoiles. Le ciel n'était qu'une épaisseur sinistre. Les maisons de la cité n'avaient plus une seule lumière. Personne ne passait. Tout ce qu'on apercevait des rues et des quais était désert. Notre-Dame et les tours du palais de justice semblaient des linéaments de la nuit. Un réverbère rougissait la margelle du quai. Les silhouettes des ponts se déformaient dans la brume les unes derrière les autres. Les pluies avaient grossi la rivière. L'endroit où Javert s'était accoudé était, on s'en souvient, précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic sur cette redoutable spirale de tourbillons qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert pencha la tête et regarda. Tout était noir. On ne distinguait rien, on entendait un bruit d'écume, mais on ne voyait pas la rivière. Par instants, dans cette profondeur vertigineuse, une lueur apparaissait et serpentait vaguement, l'eau ayant cette puissance, dans la nuit la plus complète, de prendre la lumière on ne sait où et de la changer en couleuvre. La lueur s'évanouissait et tout redevenait indistinct. L'immensité semblait ouverte là. Ce qu'on avait au-dessous de soi, ce n'était pas de l'eau, c'était du gouffre. Le mur du quai, abrupt, confus, mêlé à la vapeur, tout de suite dérobé, faisait l'effet d'un escarpement de l'infini. On ne voyait rien, mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées. Un souffle farouche montait de cet abîme, le grossissement du fleuve plutôt deviné qu'aperçu, le tragique chuchotement du flot, l'énormité lugubre des arches du pont, la chute imaginable dans ce vide sombre, toute cette ombre était pleine d'horreur. Javert demeura quelques minutes immobile, regardant cette ouverture de ténèbres. Il considérait l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelque passant attardé eût pu prendre pour un fantôme, apparut debout sur le parapet, se courba vers la Seine, puis se redressa, et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd, et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure, disparue sous l'eau. Livre cinquième. Le petit-fils et le grand-père. Chapitre 1, où l'on revoit l'arbre à l'emplâtre de zinc. Quelque temps après les événements que nous venons de raconter, le sieur Boulatruelle eut une émotion vive. Le sieur Boulatruelle est ce cantonnier de Montfermeil qu'on a déjà entrevu dans les parties ténébreuses de ce livre. Boulatruelle, on s'en souvient peut-être, était un homme occupé de choses troubles et diverses. Il cassait des pierres et endommageait des voyageurs sur la grande route. Terrassier et voleur, il avait un rêve.
Il croyait au trésor enfoui dans la forêt de Montfermeil. Il espérait quelque jour trouver de l'argent dans la terre au pied d'un arbre. En attendant, il en cherchait volontiers dans les poches des passants. Néanmoins, pour l'instant, il était prudent, il venait de l'échapper belle. Il avait été, on le sait, ramassé dans le galetas Jondrette avec les autres bandits. Utilité d'un vice, son ivrognerie l'avait sauvé. On n'avait jamais pu éclaircir s'il était là comme voleur ou comme volé. Une ordonnance de non-lieu fondée sur son état d'ivresse bien constaté dans la soirée du guet-apens l'avait mis en liberté. Il avait repris la clé des bois. Il était revenu à son chemin de Gagny à Lagny, faire sous la surveillance administrative de l'empierrement pour le compte de l'État. La mine basse, fort pensif, un peu refroidi pour le vol, qui avait failli le perdre, mais ne se tournant qu'avec plus d'attendrissement vers le vin qui venait de le sauver. Quant à l'émotion vive qu'il eut peu de temps après sa rentrée sous le toit de gazon de sa hutte de cantonnier, la voici. Un matin, Boulatruelle, en se rendant comme d'habitude à son travail, et à son affût peut-être, un peu avant le point du jour, aperçut parmi les branches un homme dont il ne vit que le dos, mais dont l'encolure, à ce qui lui sembla, à travers la distance et le crépuscule, ne lui était pas tout à fait inconnue. Boulatruelle, quoiqu'ivrogne, avait une mémoire correcte et lucide, arme défensive indispensable à quiconque est un peu en lutte avec l'ordre légal. « Au diable, ai-je vu quelque chose comme cet homme-là » se demanda-t-il. Mais il ne put rien se répondre, sinon que cela ressemblait à quelqu'un dont il avait confusément la trace dans l'esprit. Boulatruelle, du reste, en dehors de l'identité qu'il ne réussissait point à ressaisir, fit des rapprochements à des calculs. Cet homme n'était pas du pays. Il y arrivait. À pied, évidemment. Aucune voiture publique ne passe à ces heures-là à Montfermeil. Il avait marché toute la nuit. D'où venait-il? De pas loin, car il n'avait ni havresac ni paquet. De Paris, sans doute. Pourquoi était-il dans ce bois? Pourquoi y était-il à pareille heure? Qu'y venait-il faire? Boulatruelle songea au trésor. À force de creuser dans sa mémoire, il se rappela vaguement avoir eu déjà, plusieurs années auparavant, une semblable alerte au sujet d'un homme qui lui faisait bien l'effet de pouvoir être cet homme-là. Tout en méditant, il avait, sous le poids même de sa méditation, baissé la tête, chose naturelle mais peu habile. Quand il la releva, il n'y avait plus rien. L'homme s'était effacé dans la forêt et dans le crépuscule. « Par le diantre !» dit Boulatruelle. « Je le retrouverai. Je découvrirai la paroisse de ce paroissien-là. Ce promeneur de potron miné a un pourquoi, je le saurai. On n'a pas de secret dans mon bois sans que je m'en mêle. » Il prit sa pioche, qui était fort aiguë. « Voilà, grommela-t-il, de quoi fouiller la terre et un homme. » Et comme on rattache un fil à un autre fil, emboîtant le pas de son mieux dans l'itinéraire que l'homme avait dû suivre, il se mit en marche à travers le taillis. Quand il eut fait une centaine d'enjambées, le jour, qui commençait à se lever, l'aida. Des semelles empreintes sur le sable çà et là, des herbes foulées, des bruyères écrasées, de jeunes branches pliées dans les broussailles, et se redressant avec une gracieuse lenteur, comme les bras d'une jolie femme qui s'étire en se réveillant, lui indiquèrent une sorte de piste. Il la suivit, puis il la perdit. Le temps s'écoulait, il entra plus avant dans le bois et parvint sur une espèce d'éminence. Un chasseur matinal qui passait au loin sur un sentier en sifflant l'air de Guillery lui donna l'idée de grimper dans un arbre. Quoique vieux, il était agile. Il y avait là un être de grande taille, digne de Tityre et de Boulatruelle.
Boulatruelle monta sur le hêtre le plus haut qu'il put. L'idée était bonne. En explorant la solitude du côté où le bois est tout à fait enchevêtré et farouche, Boulatruelle aperçut tout à coup l'homme. À peine l'eut-il aperçu qu'il le perdit de vue. L'homme entra, ou plutôt se glissa, dans une clairière assez éloignée, masquée par de grands arbres, mais que Boulatruelle connaissait très bien, pour y avoir remarqué, près d'un gros tas de pierres meulières, un châtaignier malade, pansé avec une plaque de zinc clouée, à même sur l'écorce. Cette clairière est celle qu'on appelait autrefois le fond Blaru. Le tas de pierres destiné à on ne sait quel emploi, qu'on y voyait il y a 30 ans, y est sans doute encore. Rien n'égale la longévité d'un tas de pierres, si ce n'est celle d'une palissade en planche. C'est là provisoirement. Quelle raison pour durer? Boulatruelle, avec la rapidité de la joie, se laissa tomber de l'arbre plutôt qu'il n'en descendit. Le gîte était trouvé, il s'agissait de saisir la bête. Ce fameux trésor rêvé était probablement là. Ce n'était pas une petite affaire d'arriver à cette clairière. Par les sentiers battus qui font 1000 zigzags taquinants, il fallait un bon quart d'heure. En ligne droite, par le fourré, qui est là singulièrement épais, très épineux, très agressif. Il fallait une grande demi-heure. C'est ce que Boulatruelle eut le tort de ne point comprendre. Il crut à la ligne droite. Illusion d'optique respectable, mais qui perd beaucoup d'hommes. Le fourré, si hérissé qu'il fût, lui parut le bon chemin. Prenons par la rue de Rivoli-des-Loups, dit-il. Boulatruelle, accoutumé à aller de travers, fit cette fois la faute d'aller droit. Il se jeta résolument dans la mêlée des broussailles. Il eut affaire à des houx, à des orties, à des aubépines, à des églantiers, à des chardons, à des roncefors irascibles. Il fut très égratigné. Au bas du ravin, il trouva de l'eau qu'il fallut traverser. Il arriva enfin à la clairière Baru au bout de 40 minutes, suant, mouillé, essoufflé, griffé, féroce. Personne dans la clairière. Boulatruelle courut au tas de pierres. Il était à sa place. On ne l'avait pas emporté. Quant à l'homme, il s'était évanoui dans la forêt. Il s'était évadé. Où? De quel côté? Dans quelle forêt? Impossible de le deviner. Et, chose poignante, il y avait derrière le tas de pierres, devant l'arbre à la plaque de zinc, de la terre toute fraîche remuée, une pioche oubliée ou abandonnée, et un trou. Ce trou était vide. Voleur! Cria Boulatruelle en montrant les 2 poings à l'horizon. Chapitre 2. Marius, en sortant de la guerre civile, s'apprête à la guerre domestique. Marius fut longtemps ni mort ni vivant. Il eut durant plusieurs semaines une fièvre accompagnée de délires et d'assez graves symptômes cérébraux causés plutôt encore par les commotions des blessures à la tête que par les blessures elles-mêmes. Il répéta le nom de Cosette pendant des nuits entières, dans la loquacité lugubre de la fièvre et avec la sombre opiniâtreté de l'agonie. La largeur de certaines lésions fut un sérieux danger, la suppuration des plaies larges pouvant toujours se résorber et par conséquent tuer le malade. Sous de certaines influences atmosphériques, à chaque changement de temps, au moindre orage, le médecin était inquiet. Surtout que le blessé n'ait aucune émotion, répétait-il. Les pansements étaient compliqués et difficiles, la fixation des appareils et des linges par le sparadrap n'ayant pas encore été imaginé à cette époque. Nicolette dépensa en charpie un drap de lit grand comme un plafond, disait-elle. Ce ne fut pas sans peine que les lotions chlorurées et le nitrate d'argent vinrent à bout de la gangrène. Tant qu'il y eut péril. Monsieur Gillenormand, éperdu au chevet de son petit-fils,
fut comme Marius, ni mort ni vivant. Tous les jours, et quelquefois 2 fois par jour, un monsieur en cheveux blancs fort bien mis, tel était le signalement donné par le portier, venait savoir des nouvelles du blessé et déposait pour les pansements un gros paquet de charpies. Enfin, le 7 novembre, 4 mois, jour pour jour, après la douloureuse nuit où on l'avait rapporté mourant chez son grand-père, le médecin déclara qu'il répondait de lui. La convalescence s'ébaucha. Marius dut pourtant rester encore plus de 2 mois étendu sur une chaise longue à cause des accidents produits par la fracture de la clavicule. Il y a toujours comme cela une dernière plaie qui ne veut pas se fermer et qui éternise les pansements, au grand ennui du malade. Du reste, cette longue maladie et cette longue convalescence le sauvèrent des poursuites. En France, il n'y a pas de colère, même publique, que 6 mois n'éteignent. Les émeutes dans l'état où est la société sont tellement la faute de tout le monde qu'elles sont suivies d'un certain besoin de fermer les yeux. Ajoutons que l'inqualifiable ordonnance Gisquet, qui enjoignait aux médecins de dénoncer les blessés, ayant indigné l'opinion, et non seulement l'opinion, mais le roi tout le premier, les blessés furent couverts et protégés par cette indignation. Et, à l'exception de ceux qui avaient été faits prisonniers dans le combat flagrant, les conseils de guerre n'osèrent en inquiéter aucun. On laissa donc Marius tranquille. Monsieur Gillenormand traversa toutes les angoisses d'abord, et ensuite toutes les extases. On eut beaucoup de peine à l'empêcher de passer toutes les nuits près du blessé. Il fit apporter son grand fauteuil à côté du lit de Marius. Il exigea que sa fille prît le plus beau linge de la maison pour en faire des compresses et des bandes. Mademoiselle Gillenormand, en personne sage et aînée, trouva moyen d'épargner le beau linge tout en laissant croire à l'aïeul qu'il était obéi. Monsieur Gillenormand ne permit pas qu'on lui expliquât que pour faire de la charpie, la batiste ne vaut pas la grosse toile, ni la toile neuve, la toile usée. Il assistait à tous les pansements dont mademoiselle Gillenormand s'absentait pudiquement. Quand on coupait les chairs mortes avec des ciseaux, il disait « Aïe, aïe !» Rien n'était touchant comme de le voir tendre au blessé une tasse de tisane avec son doux tremblement sénile. Il accablait le médecin de questions. Il ne s'apercevait pas qu'il recommençait toujours les mêmes. Le jour où le médecin lui annonça que Marius était hors de danger, le bonhomme fut en délire. Il donna 3 louis de gratification à son portier. Le soir, en rentrant dans sa chambre, il dansa une gavotte, en faisant des castagnettes avec son pouce et son index, et il chanta une chanson que voici. Je n'ai né à fougère, vrai nid d'une bergère, j'adore son jupon fripon. Amour, tu vis en elle, car c'est dans sa prunelle que tu mets ton carquois. Narquois, moi je la chante et j'aime plus que Diane, même Jeanne et ses durs tétons bretons. Puis il se mit à genoux sur une chaise, et Basque, qui l'observait par la porte entr'ouverte, crut être sûr qu'il priait. Jusque-là, il n'avait guère cru en Dieu. À chaque nouvelle phase du mieux, qui allait se dessinant de plus en plus, l'aïeul extravaguait. Il faisait un tas d'actions machinales pleines d'allégresse. Il montait et descendait les escaliers sans savoir pourquoi. Une voisine, jolie du reste, fut toute stupéfaite de recevoir un matin un gros bouquet. C'était M. Gillenormand qui le lui envoyait. Le mari fit une scène de jalousie. M. Gillenormand essayait de prendre Nicolette sur ses genoux. Il appelait Marius « Monsieur le baron ». Il criait « Vive la République !» À chaque instant, il demandait au médecin « N'est-ce pas qu'il n'y a plus de danger ?» Il regardait Marius avec des yeux de grand-mère. Il le couvait quand il mangeait. Il ne se connaissait plus, il ne se comptait plus. Marius était le maître de la maison. Il y avait de l'abdication dans sa joie. Il était le petit-fils de son petit-fils. Dans cette allégresse où il était, c'était le plus vénérable des enfants.
De peur de fatiguer ou d'importuner le convalescent, il se mettait derrière lui pour lui sourire. Il était content, joyeux, ravi, charmant, jeune. Ses cheveux blancs ajoutaient une majesté douce à la lumière gaie qu'il avait sur le visage. Quand la grâce se mêle aux rides, elle est adorable. Il y a on ne sait quelle aurore dans de la vieillesse épanouie. Quant à Marius, tout en se laissant panser, ressoigner, il avait une idée fixe. Cosette. Depuis que la fièvre et le délire l'avaient quitté, il ne prononçait plus ce nom, et l'on aurait pu croire qu'il n'y songeait plus. Il se taisait précisément parce que son âme était là. Il ne savait ce que Cosette était devenue. Toute l'affaire de la rue de la Chanvrerie était comme un nuage dans son souvenir. Des ombres presque indistinctes flottaient dans son esprit. Éponine, Gavroche, Mabeuf, les Thénardier, tous ses amis lugubrement mêlés à la fumée de la barricade. L'étrange passage de monsieur Fauchelevent dans cette aventure sanglante lui faisait l'effet d'une énigme dans une tempête. Il ne comprenait rien à sa propre vie. Il ne savait comment ni par qui il avait été sauvé, et personne ne le savait autour de lui. Tout ce qu'on avait pu lui dire, c'est qu'il avait été rapporté la nuit dans un fiacre rue des Filles du Calvaire. Passé, présent, avenir, tout n'était plus en lui que le brouillard d'une idée vague. Il y avait dans cette brume un point immobile, un linéament net et précis, quelque chose qui était en granit, une résolution, une volonté, retrouver Cosette. Pour lui, l'idée de la vie n'était pas distincte de l'idée de Cosette. Il avait décrété dans son cœur qu'il n'accepterait pas l'une sans l'autre, et il était inébranlablement décidé à exiger de n'importe qui voudrait le forcer à vivre. De son grand-père, du sort, de l'enfer, la restitution de son Éden disparu. Les obstacles, il ne se les dissimulait pas. Soulignons ici un détail. Il n'était point gagné et était peu attendri par toutes les sollicitudes et toutes les tendresses de son grand-père. D'abord, il n'était pas dans le secret de toutes. Ensuite, dans ses rêveries de malade, encore fiévreuses peut-être, il se défiait de ces douleurs-là, comme d'une chose étrange et nouvelle ayant pour but de les dompter. Il y restait froid. Le grand-père dépensait en pure perte son pauvre vieux sourire. Marius se disait que c'était bon tant que lui, Marius, ne parlait pas et se laissait faire, mais que lorsqu'il s'agirait de Cosette, il trouverait un autre visage, et que la véritable attitude de l'aïeul se démasquerait. Alors ce serait rude, recrudescence de questions de famille, confrontation des positions, tous les sarcasmes et toutes les objections à la fois, Fauchelevent, Coupelevent, la fortune, la pauvreté, la misère, la pierre au cou, l'avenir. Résistance violente, conclusion refus. Marius se roidissait d'avance. Et puis, à mesure qu'il reprenait vie, ses anciens griefs reparaissaient. Les vieux ulcères de sa mémoire se rouvraient, il ressongeait au passé. Le colonel Pontmercy se replaçait entre M. Gillenormand et lui, Marius. Il se disait qu'il n'avait aucune vraie bonté à espérer de qui avait été si injuste et si dur pour son père. Et avec la santé, il lui revenait une sorte d'âpreté contre son aïeul. Le vieillard en souffrait doucement. M. Gillenormand, sans en rien témoigner d'ailleurs, remarquait que Marius, depuis qu'il avait été rapporté chez lui et qu'il avait repris connaissance, ne lui avait pas dit une seule fois « mon père ». Il ne disait point « monsieur », cela est vrai, mais il trouvait moyen de ne dire ni l'un ni l'autre par une certaine manière de tourner ses phrases. Une crise approchait évidemment. Comme il arrive presque toujours en pareil cas, Marius, pour s'essayer, escarmoucha avant de livrer bataille. Cela s'appelle tâter le terrain.
Un matin, il advint que M. Gillenormand, à propos d'un journal qui lui était tombé sous la main, parla légèrement de la Convention et lâcha un épiphénomène royaliste sur Danton, Saint-Just et Robespierre. Les hommes de 93 étaient des géants, dit Marius avec sévérité. Le vieillard se tut et ne souffla point du reste de la journée. Marius, qui avait toujours présent à l'esprit l'inflexible grand-père de ses premières années, vit dans ce silence une profonde concentration de colère, en augura une lutte acharnée et augmenta dans les arrière-recoins de sa pensée ses préparatifs de combat. Il arrêta qu'en cas de refus, il arracherait ses appareils, disloquerait sa clavicule, mettrait à nu et à vif ce qui lui restait de plaies et repousserait toute nourriture. Ces plaies, c'étaient ses munitions, avoir Cosette ou mourir. Il attendit le moment favorable avec la patience sournoise des malades. Ce moment arriva. Chapitre 3. Marius attaque. Un jour, M. Gillenormand, tandis que sa fille mettait en ordre les fioles et les tasses sur le marbre de la commode, était penché sur Marius et lui disait de son accent le plus tendre: Vois-tu, mon petit Marius, à ta place, je mangerai maintenant plutôt de la viande que du poisson. Une seule frite, cela est excellent pour commencer une convalescence. Mais pour mettre le malade debout, il faut une bonne côtelette. Marius, dont presque toutes les forces étaient revenues, les rassembla, se dressa sur son séant, appuya ses deux poings crispés sur les draps de son lit, regarda son grand-père en face et prit un air terrible en disant: Cela m'amène à vous dire une chose. Laquelle? C'est que je veux me marier. Prévu, dit le grand-père, et il éclata de rire. Comment prévu? Oui, prévu. Tu l'auras, ta fillette. Marius, stupéfait et accablé par l'éblouissement, trembla de tous ses membres. Monsieur Gillenormand continua. Oui, tu l'auras, ta belle, jolie petite fille. Elle vient tous les jours sous la forme d'un vieux monsieur, savoir de tes nouvelles. Depuis que tu es blessé, elle passe son temps à pleurer, à faire de la charpie. Je me suis informé. Elle demeure rue de l'Homme Armé, numéro 7. Ah, et voilà. Ah, hein. Tu la veux? Eh bien, tu l'auras, ça t'attrape. Tu avais fait ton petit complot. Tu t'étais dit, je vais lui signifier cela carrément à ce grand-père, hein, cette momie de la Régence et du Directoire, à cet ancien beau, ce Dorante devenu Géronte. Il a eu ses légèretés aussi, hein, lui. Ses amourettes, et ses grisettes, et ses Cosettes. Il a fait son froufrou, il a eu ses ailes, il a mangé du pain du printemps. Il faudra bien qu'il s'en souvienne. Nous allons voir. Bataille. Ah, tu prends le hanneton par les cornes. C'est bon, c'est bon. Je t'offre une côtelette et tu me réponds: à propos, je veux me marier. C'est ça. C'est ça qui est une transition. Hein. Tu avais compté sur de la bisbille. Tu ne savais pas que j'étais un vieux lâche. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu bisques. Trouver ton grand-père encore plus bête que toi. Tu ne t'y attendais pas. Tu perds le discours que tu devais me faire, monsieur l'avocat. C'est taquinant. Eh bien, Topi, rage. Je fais ce que tu veux. Ça te la coupe, imbécile.
Écoute, j'ai pris des renseignements. Moi aussi, je suis sournois. Elle est charmante, elle est sage. Le lancier n'est pas vrai. Elle a fait des tas de charpies, c'est un bijou. Elle t'adore. Si tu étais mort, nous aurions été trois. Sa bière aurait accompagné la mienne. J'avais bien eu l'idée, dès que tu as été mieux, de te la camper tout bonnement à ton chevet, mais il n'y a que dans les romans qu'on introduit tout de go les jeunes filles près du lit des jolis blessés qui les intéressent. Ça ne se fait pas. Qu'aurait dit ta tante? Tu étais tout nu les trois quarts du temps, mon bonhomme. Demande à Nicolette, qui ne t'a pas quitté une minute, s'il y avait moyen qu'une femme fût là. Puis, qu'aurait dit le médecin? Ça ne guérit pas la fièvre, une jolie fille. Enfin, c'est bon, n'en parlons plus, c'est dit. C'est fait, c'est bâclé, prends-la. Voilà. Telle est ma férocité. Vois-tu, j'ai vu que tu ne m'aimais pas. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais donc faire pour que cet animal-là m'aime? J'ai dit, tiens, j'ai ma petite Cosette sous la main. Je vais la lui donner. Il faudra bien qu'il m'aime alors un peu, ou qu'il dise pourquoi. Ah, je croyais que le vieux allait t'empêter, faire la grosse voix, crier non, et lever la canne sur toute cette aurore. Pas du tout. Cosette, soit. Amour, soit. Je ne demande pas mieux. Monsieur, prenez la peine de vous marier. Soyez heureux, mon enfant bien-aimé. Cela dit, le vieillard éclata en sanglots. Et il prit la tête de Marius, et il la serra dans ses deux bras contre sa vieille poitrine, et tous deux se mirent à pleurer. C'est là une des formes du bonheur suprême. Mon père, s'écria Marius, tu m'aimes donc, dit le vieillard. Il y eut un moment ineffable. Ils étouffaient et ne pouvaient parler. Enfin, le vieillard bégaya. Allons, le voilà débouché. Il m'a dit mon père. Marius dégagea sa tête des bras de l'aïeul et dit doucement: Mais, mon père, à présent que je me porte bien, il me semble que je pourrais la voir. Prévu encore, tu la verras demain. Mon père, Quoi? pourquoi pas aujourd'hui? Bien, aujourd'hui. Va pour aujourd'hui. Tu m'as dit 3 fois mon père. Ça vaut bien ça. Hein. Je vais m'en occuper. On te l'amènera. Prévu, te dis-je. Ceci a été mis en vers. C'est le dénouement de l'élégie du jeune malade d'André Chénier. D'André Chénier qui a été égorgé par les géants de 93. Monsieur Gillenormand crut apercevoir un léger froncement du sourcil de Marius, qui en vérité, nous devons le dire, ne l'écoutait plus. Envolé qu'il était dans l'extase et pensait beaucoup plus à Cosette qu'à 1793. Le grand-père, tremblant d'avoir introduit si mal à propos André Chénier, reprit précipitamment. Égorgé n'est pas le mot. Hein. Le fait est que les grands génies révolutionnaires, qui n'étaient pas méchants, cela est incontestable, qui étaient des héros, pardi. Trouver qu'André Chénier les gênait un peu et qu'ils l'ont fait guilloter, c'est-à-dire que ces grands hommes, le 7 thermidor, dans l'intérêt du salut public, ont prié André Chénier de vouloir bien aller. Monsieur Gillenormand, pris à la gorge par sa propre phrase, ne put continuer, ne pouvant ni la terminer ni la rétracter, pendant que sa fille arrangeait derrière Marius l'oreiller. Bouleversé de tant d'émotions, le vieillard se jeta avec autant de vitesse que son âge le lui permit, hors de la chambre à coucher, en repoussant la porte derrière lui, et pourpre, étranglant, écumant, les yeux hors de la tête, se trouva nez à nez avec l'honnête Basque qui cirait les bottes dans l'antichambre. Il saisit Basque au collet et lui cria en plein visage avec fureur: Par les 100 javates du diable, ces brigands l'ont assassiné. Qui, monsieur? André Chénier. Oui, monsieur, dit Basque épouvanté.
Chapitre 4. Mademoiselle Gillenormand finit par ne plus trouver mauvais que Monsieur Fauchelevent soit entré avec quelque chose sous le bras. Cosette et Marius se revirent. Ce que fut l'entrevue, nous renonçons à le dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de peindre. Le soleil est du nombre. Toute la famille, y compris Basque et Nicolette, était réunie dans la chambre de Marius au moment où Cosette entra. Elle apparut sur le seuil. Il semblait qu'elle était dans un nimbe. Précisément à cet instant-là, le grand-père allait se moucher. Il resta court, tenant son nez dans son mouchoir et regardant Cosette par-dessus. « Adorable !» s'écria-t-il, puis se moucha bruyamment. Cosette était enivrée, ravie, effrayée, au ciel. Elle était aussi effarouchée qu'on peut l'être par le bonheur. Elle balbutiait, toute pâle, toute rouge, voulant se jeter dans les bras de Marius et n'osant pas. Honteuse d'aimer devant tout le monde. On est sans pitié pour les amants heureux. On reste là quand ils auraient le plus envie d'être seuls. Ils n'ont pourtant pas du tout besoin des gens. Avec Cosette et derrière elle était entré un homme en cheveux blancs. Grave, souriant néanmoins, mais d'un vague et poignant sourire. C'était Monsieur Fauchelevent. C'était Jean Valjean. Il était très bien mis, comme avait dit le portier, entièrement vêtu de noir et de neuf et en cravate blanche. Le portier était à 1000 lieues de reconnaître dans ce bourgeois correct, dans ce notaire probable, l'effrayant porteur de cadavres qui avait surgi à sa porte dans la nuit du 7 juin, déguenillé, fangeux, hideux, hagard, la face masquée de sang et de boue, soutenant sous les bras Marius évanoui. Cependant, son flair de portier était éveillé. Quand M. Fauchelevent était arrivé avec Cosette, le portier n'avait pu s'empêcher de confier à sa femme cet aparté. « Je ne sais pourquoi je me figure toujours que j'ai déjà vu ce visage-là. » M. Fauchelevent, dans la chambre de Marius, restait comme à l'écart près de la porte. Il avait sous le bras un paquet assez semblable à un volume in-octavo, enveloppé dans du papier. Le papier de l'enveloppe était verdâtre et semblait moisi. « Est-ce que ce monsieur a toujours comme cela des livres sous le bras ?» demanda à voix basse à Nicolette, mademoiselle Gillenormand qui n'aimait point les livres. « Eh bien, répondit du même ton M. Gillenormand, qui l'avait entendu, c'est un savant. Après, c'est sa faute. Monsieur Boulard, que j'ai connu, ne marchait jamais sans un livre, lui non plus. Il avait toujours, comme cela, un bouquin contre son cœur. » Et saluant, il dit à haute voix. « Monsieur Tranchelevent !» Le père Gillenormand ne le fit pas exprès, mais l'inattention au nom propre était chez lui une manière aristocratique. « Monsieur Tranchelevent, j'ai l'honneur de vous demander, pour mon petit-fils, monsieur le baron Marius Pontmercy, la main de mademoiselle. » Monsieur Tranchelevent s'inclina. « C'est dit !» fit l'aïeul. Et se tournant vers Marius et Cosette, les deux bras étendus et bénissant, il cria « Permission de vous adorer !» Ils ne se le firent pas dire 2 fois. Tant pis. Le gazouillement commença. Ils se parlaient bas, Marius accoudé sur sa chaise longue, Cosette debout près de lui. « Oh, mon Dieu !» murmurait Cosette. « Je vous revois. C'est toi, c'est vous. Être allé se battre comme cela. Mais pourquoi? C'est horrible. Pendant 4 mois, j'ai été morte. Ah, que c'est méchant d'avoir été à cette bataille. Qu'est-ce que je vous avais fait? Je vous pardonne, mais vous ne le ferez plus. Tout à l'heure, quand on est venu nous dire de venir, j'ai encore cru que j'allais mourir. Mais c'était de joie. J'étais si triste. Je n'ai pas pris le temps de m'habiller, je dois faire peur.
Qu'est-ce que vos parents diront de me voir une collerette toute chiffonnée? Mais parlez donc. Vous me laissez parler toute seule? Nous sommes toujours rue de l'Homme Armé. Il paraît que votre épaule, c'était terrible. On m'a dit qu'on pouvait mettre le poing dedans. Et puis, il paraît qu'on a coupé les chairs avec des ciseaux. C'est ça qui est affreux. J'ai pleuré. Je n'ai plus Dieu. C'est drôle qu'on puisse souffrir comme cela. Votre grand-père a l'air très bon. Ne vous dérangez pas. Ne vous mettez pas sur le coude. Prenez garde, vous allez vous faire du mal. Oh, comme je suis heureuse. C'est donc fini le malheur. Je suis toute sotte. Je voulais vous dire des choses que je ne sais plus du tout. M'aimez-vous toujours? Nous demeurons rue de l'Homme Armé. Il n'y a pas de jardin. J'ai fait de la charpie tout le temps. Tenez, monsieur, regardez, c'est votre faute. J'ai un durillon au doigt. Ange, disait Marius. Ange est le seul mot de la langue qui ne puisse s'user. Aucun autre mot ne résisterait à l'emploi impitoyable qu'en font les amoureux. Puis, comme il y avait des assistants, ils s'interrompirent et ne dirent plus un mot, se bornant à se toucher tout doucement la main. Monsieur Gillenormand se tourna vers tous ceux qui étaient dans la chambre et cria. « Parlez donc, vous autres, faites du bruit! La cantonade! Allons, un peu de brouhaha, que diable! Que ces enfants puissent jaser à leur aise! » En s'approchant de Marius et de Cosette, il leur dit tout bas. « Tutoyez-vous, ne vous gênez pas. » La tante Gillenormand assistait avec stupeur à cette irruption de lumière dans son intérieur vieillot. Cette stupeur n'avait rien d'agressif. Ce n'était pas le moins du monde le regard scandalisé et envieux d'une chouette adoramier. C'était l'œil bête d'une pauvre innocente de 57 ans. C'était la vie manquée regardant ce triomphe, l'amour. « Mademoiselle Gillenormand est née, » lui disait son père. « Je t'avais bien dit que cela t'arriverait. » Il resta un moment silencieux et ajouta. « Regarde, le bonheur des autres. » Puis il se tourna vers Cosette. « Qu'elle est jolie. Elle est jolie. C'est un grosse. Tu vas donc avoir cela pour toi toute seule, polisson. Ah, mon coquin, tu laisses un peu belle avec moi, hein, tu es heureux. Si je n'avais pas 15 ans de trop, nous nous battrions à l'épée à qui l'aurait. Tiens, je suis amoureux de vous, mademoiselle. C'est tout simple. C'est votre droit. Ah, la belle, jolie, charmante petite note que cela va faire. C'est Saint-Denis du Saint-Sacrement qui est notre paroisse. Mais j'aurai une dispense pour que vous vous épousiez à Saint-Paul. L'église est mieux. C'est bâti par les jésuites, c'est plus coquet. C'est vis-à-vis la fontaine du cardinal de Birague. Le chef-d'œuvre de l'architecture jésuite est à Namur. Ça s'appelle Saint-Loup. Il faudra y aller quand vous serez mariés. Cela vaut le voyage. Mademoiselle, je suis tout à fait de votre parti. Je veux que les filles se marient. C'est fait pour cela. Il y a une certaine Sainte Catherine que je voudrais voir toujours décoiffée. Rester fille, c'est beau, mais c'est froid. La Bible dit multiplier. Pour sauver le peuple, il faut Jeanne d'Arc, mais pour faire le peuple, il faut la mère Gigogne. Donc, mariez-vous, les belles, je ne vois vraiment pas à quoi bon rester fille. Je sais bien qu'on a une chapelle à part dans l'église et qu'on se rabat sur la confrérie de la Vierge. Mais sapristi, un joli mari, brave garçon, et au bout d'un an, un gros mioche blond qui vous tête gaillardement, et qui a de bons plis de graisse aux cuisses, et qui vous tripote le sein un poignet dans ses petites pattes roses en riant comme l'aurore. Cela vaut pourtant mieux que de tenir un cierge à vêpres et de chanter Tauris et Bournéa. Le grand-père fit une pirouette sur ses talons de 90 ans et se mit à parler comme un ressort qui repart. Ainsi, pendant le cours de tes rêvasseries, Alcippe, il est donc vrai, dans peu tu te maries. À propos,
Quoi, mon père? Je sais pas, un ami intime. Oui, Courfeyrac. Mais qu'est-il devenu? Il est mort. Ceci est bon. Il s'assit près d'eux, fit asseoir Cosette et prit leurs 4 mains dans ses vieilles mains ridées. Elle est exquise, cette mignonne. C'est un chef-d'œuvre, cette Cosette-là. Elle est très petite fille et très grande dame. Elle ne sera que baronne, c'est dérogé. Elle est née marquise, vous a-t-elle des cils? Mes enfants, fichez-vous bien dans la caboche que vous êtes dans le vrai. Aimez-vous, soyez-en bête. L'amour, c'est la bêtise des hommes et l'esprit de Dieu. Adorez-vous. Seulement, Ajouta-t-il rembruni tout à coup. quel malheur. Voilà que j'y pense. Plus de la moitié de ce que j'ai est enviagé. Tant que je vivrai, cela ira encore, mais après ma mort, dans une vingtaine d'années d'ici, mes pauvres enfants, vous n'aurez pas le sou. Vos belles mains blanches, madame la baronne, feront au diable l'honneur de le tirer par la queue. Ici, on entendit une voix grave et tranquille qui disait: Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent à 600 000 francs. C'était la voix de Jean Valjean. Il n'avait pas encore prononcé une parole. Personne ne semblait même plus savoir qu'il était là. Et il se tenait debout et immobile derrière tous ces gens heureux. Qu'est-ce que c'est que mademoiselle Euphrasie en question? Demanda le grand-père effaré. C'est moi, reprit Cosette. 600 000 francs? Répondit M. Gillenormand. Moins 14 ou 15 000 francs peut-être, dit Jean Valjean. Et il posa sur la table le paquet que la tante Gillenormand avait pris pour un livre. Jean Valjean ouvrit lui-même le paquet. C'était une liasse de billets de banque. On les feuilleta et on les compta. Il y avait 500 billets de 1000 francs et 168 de 500. En tout, 584 000 francs. Voilà un beau livre, dit M. Gillenormand. 584 000 francs, murmura la tante. ceci arrange bien des choses, n'est-ce pas, mademoiselle Gillenormand aînée? Reprit l'aïeul. Ce diable de Marius, il vous a déniché dans l'arbre des rêves une grisette millionnaire. Fiez-vous donc maintenant aux amourettes des jeunes gens. Les étudiants trouvent des étudiantes de 600 000 francs. Chérubin travaille mieux que Rothschild. 584 000 francs, Répétait à demi-voix madame Gillenormand. 584. Autant dire 600 000 quoi. Quant à Marius et à Cosette, ils se regardaient pendant ce temps-là. Ils firent à peine attention à ce détail. Chapitre 5. Déposez plutôt votre argent dans telle forêt que chez tel notaire. On a sans doute compris, sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer longuement, que Jean Valjean, après l'affaire Champmathieu, avait pu, grâce à sa première évasion de quelques jours, venir à Paris et retirer à temps de chez Laffitte la somme gagnée par lui sous le nom de Monsieur Madeleine, à Montreuil-sur-Mer, et que, craignant d'être repris, ce qui lui arriva en effet peu de temps après, il avait caché et enfoui cette somme dans la forêt de Montfermeil, au lieu dit le fond Blaru. La somme, 630 000 francs, tout en billets de banque, avait peu de volume et tenait dans une boîte. Seulement, pour préserver la boîte de l'humidité, il l'avait placée dans un coffret en chêne plein de copeaux de châtaignier.
Dans le même coffret, il avait mis son autre trésor, les chandeliers de l'évêque. On se souvient qu'il avait emporté ces chandeliers en s'évadant de Montreuil-sur-Mer. L'homme aperçu un soir une première fois par Boulatruelle, c'était Jean Valjean. Plus tard, chaque fois que Jean Valjean avait besoin d'argent, il venait en chercher à la clairière Blaru. De là les absences dont nous avons parlé. Il avait une pioche quelque part dans les bruyères, dans une cachette connue de lui seul. Lorsqu'il vit Marius convalescent, sentant que l'heure approchait où cet argent pourrait être utile, il était allé le chercher. Et c'était encore lui que Boulatruelle avait vu dans le bois, mais cette fois le matin et non le soir. Boulatruelle hérita de la pioche. La somme réelle était 584 500 francs. Jean Valjean retira les 500 francs pour lui. Nous verrons après, Pensa-t-il. La différence entre cette somme et les 630 000 francs retirés de chez Laffitte représentait la dépense de 10 années, de 1823 à 1833. Les 5 années de séjour au couvent n'avaient coûté que 5 000 francs. Jean Valjean mit les 2 flambeaux d'argent sur la cheminée, où ils resplendirent à la grande admiration de Toussaint. Du reste, Jean Valjean se savait délivré de Javert. On avait raconté devant lui, et il avait vérifié le fait dans le Moniteur, qu'il avait publié, qu'un inspecteur de police nommé Javert avait été trouvé noyé sous un bateau de blanchisseuse entre le pont au Change et le pont Neuf, et qu'un écrit laissé par cet homme, d'ailleurs irréprochable et fort estimé de ses chefs, faisait croire à un accès d'aliénation mentale et un suicide. au fait, Pensa Jean Valjean. puisque me tenant, il m'a laissé en liberté. C'est qu'il fallait qu'il fût déjà fou.